à toutes et à tous. Vidocq salue tous les lucides, libérés des conditionnements. Un philosophe a dit « Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. » Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Petit moujon, dormez bien, car à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ne tombons pas dans le piège émotionnel. Restons lucides, gardons un œil critique. Jacques, en premier, pour vous, est-ce qu'on peut appeler ces groupes des nazis? Est-ce qu'il faut remonter dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ces formations d'extrême droite ou fascistes en Ukraine? Nous avons tous les deux le même besoin de travailler sur les faits. Et les faits sont les faits. À partir de là, chacun peut construire ce qu'il pense et chacun est libre de le faire, mais on ne peut pas le faire sur des faits qui sont tronqués. Et c'est pour ça que même si nous avons un regard différent sur les choses, nous partons les deux des mêmes faits. Et ça, je crois que c'est ce qu'aujourd'hui, surtout dans le conflit si émotionnel qu'est devenu le conflit ukrainien, à mon avis, ça va être le point de départ de toute réflexion sur ce conflit. Donc, il faut revenir un petit peu à l'histoire, nous explique beaucoup de choses. Et l'histoire, moi, j'ai participé, je connais très bien l'Ukraine, je connais bien la Russie, comme vous l'avez dit, je suis responsable du pacte de Varsovie déjà à l'époque de la guerre froide. J'ai été plusieurs fois en Russie depuis, j'ai discuté avec les plus hautes autorités militaires et du renseignement russe sur des questions justement d'intégration avec l'OTAN d'ailleurs, assez curieusement. Et puis j'ai été ensuite, dans le cadre de mes activités à l'OTAN, impliqué directement dans ces problèmes qui sont liés en fait à ces milices. Et je vais y revenir tout à l'heure. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois a été démantelé. Et à partir de là, se sont créés des groupes qui ont commencé à résister aux soviétiques, des groupes anticommunistes, très clairement, anti-soviétiques, très clairement aussi, mais pas seulement. Il faut savoir que la région qui va de la Baltique à la mer Noire, toute cette bande-là, la Pologne et l'Ukraine, c'est les restes de l'ancien royaume khazar. C'est dans cette région que s'est développé aussi un antisémitisme considérable. On a vraiment ces groupes extrémistes qui luttent contre tout. Et les groupes qu'on a aujourd'hui en Ukraine sont les descendants de ces groupes extrémistes créés dans les années 20. Et ces groupes ont évolué. Dans les années 30, comme vous le savez, il y a eu ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, qui est pour eux l'équivalent de l'Holocauste, c'est que ceux qui ont mis en œuvre la stratégie de Staline, de confiscation des récoltes, c'était le NKVD, c'était le ministère de l'Intérieur, ancêtre du KGB si vous voulez. Mais il s'est trouvé que le NKVD était dirigé en grande partie par des Juifs. Et à tort ou à raison, les Ukrainiens ont gardé de cette période en plus du nationalisme qui les avait animés jusqu'à maintenant, ils ont gardé une haine à la fois des soviétiques, qu'ils associaient donc, qui était en fait le mariage des communistes et des Russes, et vous voyez qu'on est déjà dans le conflit d'aujourd'hui, et puis les Juifs qui étaient en fait les dirigeants de l'époque. Le héros ukrainien de l'époque, celui qui dirigeait, qui coordonnait les mouvements nationalistes à l'époque, c'était Stepan Bandera. Voilà.
Et Bandera est un type, donc c'était un ultranationaliste, qui évidemment, lorsque les Allemands sont arrivés, il leur avait donné l'indépendance, donc Bandera leur a rendu l'appareil en aidant à ce qu'on a appelé la Shoah par balles, etc. Il y a eu des massacres incroyables qui ont été faits par ces groupes nationalistes ukrainiens et qui ont fini par avoir une division SS d'ailleurs, la 14e division Panzer SS Galitzien, ou bien première Erste Galitzien. Et cette division, d'ailleurs, est encore célébrée aujourd'hui. Il y a des monuments en Ukraine. Ça fait même un scandale au Canada parce que le Canada a laissé, a toléré, après la guerre, 2000 de ces combattants de la division Galicie s'installer au Canada. Et ils ont installé des monuments, etc. Et la nouvelle ministre des Affaires étrangères canadienne est descendante d'un Ukrainien qui était associé à ces mouvements. Et donc aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a une filiation. Quand on regarde les sigles des différents partis nazis, il y a clairement, c'est la croix gammée SS à peine déguisée. Alors, c'est pas la croix gammée SS, c'est le Wolfsangel, c'est une rune. Vous savez que les unités SS se distinguaient entre elles par des runes, des anciens, des runes germaniques en fait, des traditionnelles runes germaniques. Et vous aviez toutes les divisions Panzer et les divisions SS se distinguaient chacune par une rune. Le Wolfsangel, c'est cette espèce de Z retourné avec barré par un I. C'était l'emblème de la 2e division SS Das Reich. La 2e division, elle a libéré Kharkov avant de retourner sur France d'ailleurs et de commettre en juin 1944 le massacre d'Oradour-sur-Glane et SS. Mais après la guerre, c'est-à-dire dès 1946, l'ennemi n'est évidemment plus les nazis, mais l'Union soviétique. Et là, les Américains, les Français et les Britanniques ont commencé à alimenter une subversion armée, enfin une guérilla, on peut dire, contre l'Union soviétique, toujours dirigée par Stepan Bandera, qui avait aidé les Allemands pendant la guerre, et qui a mené jusque dans les années 60 des guérillas en Ukraine contre les Soviétiques. Et ça s'appuyait sur l'armée insurgée ukrainienne, dirigée par Stepan Bandera, mais aussi sur les anciens Wehrwolf. Wehrwolf, ça veut dire loup-garou en allemand. C'était des unités de SS, c'est l'ancêtre du Gladio, si vous voulez. C'est le Gladio du Troisième Reich, qui avait son quartier général en Ukraine, à Vinnytsia, à la Deuxième Guerre mondiale. Et toute cette région est restée extrêmement néo-nazie d'une certaine manière, et les Occidentaux l'ont utilisé contre les soviétiques. Ça s'arrêtera dans les années 60. Donc, vous me dites que l'Occident a quand même une certaine tradition d'utilisation de groupes fascistes et terroristes. Ah, plus que ça, oui, c'était totalement assumé et les Alliés ont utilisé ça, je vous dis, jusque dans les années 50. Stepan Bandera, lui, a été éliminé après une séance qu'il avait eue avec le Bundesnachrichtendienst en Allemagne, par un tueur du KGB, où il venait de décider d'ailleurs d'intensifier les actions de guérilla en Ukraine. Donc, vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui en Ukraine, c'est en fait la continuation de quelque chose qu'on avait déjà jusque dans les années 60. Oui, parce que quand on voit un groupe contemporain comme le bataillon Azov, qui est devenu un régiment Azov, là, eux, ils mettent carrément la croix gammée sur un drapeau ukrainien. Et on a des indications aussi, si je montre le corps national, c'est vraiment un phénomène assez large. Ne tombons pas dans le piège émotionnel. Restons lucides, gardons un œil critique. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là.
Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères